Monsieur Jean-Baptiste de Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes le 13 octobre 2020 et vous avez accepté de nous recevoir pour partager un morceau de connaissance avec nous et avec tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube AJC. Physiquement, nous sommes chez vous, mais Oui. dans cet espace virtuel, c'est nous qui vous recevons. Donc on va se plier à la tradition, on va vous demander les nouvelles. Bon, bah écoutez, je vous remercie déjà de recevoir chez vous, enfin, ou le contraire. Et puis, bah écoutez, tout va bien pour le moment. Hein, nous sommes en ce moment dans une période un petit peu particulière en Côte d'Ivoire, mais nous pensons que tout va bien se passer et nous espérons que tout se passera bien. Donc voilà, en ce qui concerne les nouvelles. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement et puis ensuite présenter le morceau de connaissance que vous avez envie de partager avec nous ce soir? Voilà. Alors voilà, je m'appelle Jean-Baptiste de Guillaume, j'ai 66 ans, je suis arrivé le 1er mars 1985 en Côte d'Ivoire. J'étais venu en transit, nous étions 2 personnes, nous devions aller après au Cameroun, au Gabon, avec un projet d'installation d'entreprise en Afrique. Il se trouve que je suis resté ici, parce que le pays était agréable, surtout les gens étaient très, très avenants, et je ne suis plus jamais reparti. Donc voilà. Et ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est, on va intituler ça « L'homme et la vie ». Donc nous allons échanger, on va parler un petit peu de tout, de tous les sujets, et puis on espère que vous passerez un bon moment avec nous. Merci beaucoup. Donc vous vouliez en fait nous proposer votre regard sur la vie des hommes. Voilà. En général, disons surtout de la manière dont la vie d'un homme se déroule. Alors, on va pas passer trop sur l'enfance parce que c'est beaucoup lié un petit peu à la famille, le milieu social, l'éducation, l'instruction, la ville ou le pays où il habite, mais plutôt à partir du moment où il devient adulte. Quand il devient adulte, c'est son propre choix. Alors, ceux qui sont parents reconnaîtront que quand ils ont des enfants, arrivés à un certain âge, c'est un peu la rébellion, les enfants veulent prendre leur envol, ça crée des conflits, et après chacun prend un chemin différent. Et il se trouve que j'ai constaté en regardant un petit peu autour de soi, que bien souvent, dans la vie d'un homme, il y a comme des carrefours. Alors, est-ce que c'est lié à chaque être humain? Est-ce que c'est à la même période? Je pense pas, je pense que chacun a un chemin différent, mais on peut constater que régulièrement, les circonstances ou des rencontres vous amènent à prendre un chemin auquel vous n'auriez jamais pu penser. Et quand vous regardez, après un certain temps, vous constatez que votre vie s'est passée comme si quelqu'un vous avait pris par la main et vous avait guidé. Alors, Une sorte de main invisible qui vous guide. Exactement. Alors, certains qui sont un peu mystiques ou religieux vous diront c'est votre ange gardien. D'autres trouveront que c'est le déterminisme social en fonction de d'où vous venez. D'autres vous diront en fonction des circonstances extérieures, comme dans des endroits comme au Soudan où c'est la guerre, où les gens perdent leurs parents, n'ont plus à manger, se trouvent à partir dans d'autres pays, vont en Europe, restent en Afrique. Donc voilà, ça c'est déjà les premiers points sur lesquels je souhaitais éventuellement parler un petit peu. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que pour chacun c'est différent, mais moi j'ai cette impression, avec le recul, que je vais prendre mon expérience bien entendu, qu'à chaque fois que j'ai franchi, je suis dans une direction différente, quelqu'un, mais physiquement, pas quelqu'un un ange gardien, quelqu'un de physiquement, c'était une rencontre qui m'a amené à faire un choix différent et ma vie a pris une autre direction. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui devant vous à parler de ça. Alors, mais c'est pas non plus un hasard. Moi, c'est quelqu'un physiquement qui m'a dit il faut absolument que tu interroges mon sensei. Donc voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui chez vous. C'est parce que aussi quelqu'un nous a guidés physiquement et il nous a dit que vous aviez quelque chose à transmettre et qu'il fallait absolument qu'on vous écoute sur la vie en général, sur
sur les arts que vous pratiquez. Vous faites de la peinture, on voit les tableaux derrière vous. Vous faites de l'aïkido, Oui, si je ne m'abuse. oui. Depuis, Vous faites de la cuisine aussi. oui, un peu de cuisine, voilà. Bon, je vais revenir sur un terme que vous avez employé, sensei, dont tout le monde ne connaît pas, parce que ça veut dire sensei, c'est en japonais, ben, si, je peux me tromper, hein, mais ça veut dire maître. Mais maître dans le sens d'enseignant, professeur, pas maître dans le sens où vous êtes. Il y a O-sensei qui est le grand maître, qui est vraiment celui qui vous indique la voie, alors que le simple maître, c'est celui qui vous enseigne les techniques, que vous respectez pour son enseignement et que vous acceptez son enseignement. Alors on peut commencer par l'enseignement, puisque ça fait partie de la vie d'un homme. Alors il y a l'enseignement et il y a l'élève. Alors le plus important pour moi, je pense, c'est l'élève. Parce que l'élève, c'est ce qui va lui permettre d'avancer dans un chemin particulier, dans l'étude d'une technique, et indirectement dans l'évolution de son intellectuel, de son intellect, et puis de sa morale. Alors quand on parle de sensei, on parle japonais, on parle bien souvent d'art martial. Et un art martial, c'est art de guerre. Mais il y a le mot art. C'est plus des techniques guerrières comme avant, maintenant sont devenus des arts. Et ces arts nous permettent de nous élever spirituellement, moralement et aussi physiquement. Ça commence par le physique. Et il faut savoir quand même que ces arts martiaux, ce sont quand même des arts à pratiquer qui exigent beaucoup au niveau physique. Donc le fait de travailler beaucoup avec un corps fait que l'on apprend et que l'on évolue et que l'intellect suit derrière. Mais l'intellect suit après. Et justement, l'aïkido, Ah, pour alors, parler de cet art martial-là, puisque c'est celui où vous êtes voilà. sensei. Alors, l'aïkido, effectivement, c'est un art qui est pas très connu, qui, quand j'ai débuté l'aïkido, parce qu'il faut revenir un petit peu au départ, moi je ne le connaissais pas. Je cherchais, parce que j'étais assez jeune, j'avais 20 ans, je cherchais à faire un art martial. Je ne souhaitais pas faire du karaté, du judo, tous ces arts qui me paraissaient, entre guillemets, primaires. Bon. Et je cherchais plutôt quelque chose de plus artistique. Et par hasard, j'arrive dans un club, je cherchais, je vois sur le panneau marqué Aikido. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais pas que ça existait. Et donc je suis venu voir le cours, où il y avait un enseignant qui était là. Alors ce qui m'a plu, il faut dire la vérité, c'était la tenue. C'était joli, à l'époque, ils avaient donc ce que les gens appellent un kimono, qui en réalité s'appelle un kekoji, ou un judoji, et ils avaient ce que les gens connaissent sous le nom de hakama, qui est la tenue traditionnelle du samouraï japonais, qui est une jupe culotte, et je trouvais qu'il y avait des mouvements très jolis, circulaires, jolis et tout. Alors je trouvais ça joli, intéressant, ça ressemblait à de la danse, et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'aïkido, sans savoir que j'allais la pratiquer pendant 40 ans. Et bon, ça a été difficile, très douloureux aussi, très long, mais très enrichissant. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'aïkido, c'est que on est au contact permanent, et l'aïkido, ça s'exprime par... La traduction, c'est très simple. Aï signifie l'union, la concordance. Le ki, tout le monde connaît le ki ou le chi, c'est l'énergie. Et le do, c'est la voie dans le sens de la recherche, du chemin. Donc c'est la concordance, et c'est l'union des énergies, et c'est la recherche. Donc, quand on se rencontre dans un mouvement d'aïkido, il y a une rencontre de deux ki qui font un mouvement qui se sépare. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'aïkido. D'autant plus que le fondateur, c'était un homme de paix. Donc pour lui, l'aïkido, c'est l'amour universel. Alors chacun le comprendra à sa manière. Hein. Il y a l'amour philosophique, il y a l'amour dans les religions, dans certaines plus que d'autres. Et puis il y a l'amour que l'on pratique, parce qu'en aïkido, on pratique. C'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est long. C'est un amour qui amène à une certaine plénitude, et puis qui, avec le temps, permet à l'individu de s'améliorer. Surtout, je pense que tous ces arts martiaux ont pour but l'amélioration de l'individu et l'élévation de l'individu au niveau humain et au niveau intellectuel et au niveau moral. Et si on peut bien regarder, ce chemin mène à soi-même, mène pas à autre chose qu'à la profonde connaissance de l'individu. Donc, le chemin de la vie, connaître la vie. En tant qu'élève et aussi en tant que maître. Alors, bien entendu, quand on commence la pratique d'un art martial, premièrement, on ne sait pas véritablement ce qu'on n'a pas pratiqué si on va continuer. Il se trouve que certaines personnes abandonnent très vite, d'autres continuent. Alors, effectivement, après avoir travaillé pendant des années, les circonstances, parce que ce sont les circonstances qui font que vous êtes amené parfois à enseigner. Et l'enseignement fait donc partie de tout ce parcours dans les arts martiaux. Et ça, je pense que ça complète la formation de l'individu. Et s'il ne
passe pas par l'enseignement, il ne peut pas toujours appréhender véritablement l'ensemble de ce qu'il peut y avoir dans un art martial. Quand on se contente d'être simplement acteur, de pratiquer, c'est bien, mais quand on commence à enseigner, c'est aussi une autre forme de confrontation, d'union des énergies pour avancer et pour évoluer. Donc en réalité, quand on... Parce que vous parliez tout à l'heure de l'enseignement, et puis du rapport aussi, ça on en parlait avant l'interview, mais du rapport du maître à l'élève. Oui, Euh, quand on enseigne, mais on reste quelqu'un qui apprend, on reste... toujours. donc on est à la fois maître et élève. Oui. Donc le rapport de maître à élève, ça devient un rapport de soi à soi-même. Ouais, oui, mais je vais revenir un Ça petit devient peu. complexe. Oui, je vais revenir un peu en arrière. Je vais revenir un peu au départ quand on commence à pratiquer des arts martiaux. Ce que j'ai conseillé plusieurs fois à plusieurs personnes qui étaient venues, c'est qu'en réalité, l'élève choisit son maître. Alors, bon, des fois, il y a des circonstances qui font qu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut pratiquer, donc on va là. Mais j'ai toujours donné comme conseil que l'élève choisisse son maître, qu'il aille bien regarder les différents endroits, les différents dojos, qu'il regarde de la manière dont ça se passe et c'est lui qui choisit. Après, quand on est maître, on ne choisit pas ses élèves. Les élèves viennent, c'est eux qui vous choisissent. Donc c'est un chemin un petit peu différent. Mais au départ, c'est l'élève qui choisit son maître. Et quand on est élève, dans les arts martiaux, il faut que l'on accepte tout ce que l'on vous demande à l'intérieur du dojo pour travailler, pour évoluer. Même si les choses, des fois, vous paraissent difficiles, ça fait partie du monde de l'apprentissage, vous paraissent contraires à ce que vous pensent que c'est pas bien ce que l'on vous fait, ce que l'on vous dit, il faut le pratiquer. Ce sont les arts martiaux d'origine asiatique, eux, ils ne discutaient pas. Le maître leur expliquait une technique, leur montrait, c'est à eux de travailler, il ne sait pas où ils vont aller, lui, par contre, le maître sait où il vous envoie. Et donc voilà. Alors après, quand vous avez effectivement acquis les techniques, vous commencez à enseigner, vous pouvez commencer à transmettre déjà les techniques et à vous rendre compte qu'après c'est un travail, enfin pas un travail, oui un travail un petit peu différent du rapport aux autres avec qui vous êtes pour pouvoir évoluer sur la voie de l'aïkido, puisque c'est l'aïkido que j'ai choisi. Est-ce que c'est pas l'aïkido qui vous a choisi? Je sais pas. C'est ce que l'on expliquait, la vie d'un homme. Qu'est-ce qui m'a poussé à traverser une ville complète avec un petit cyclomoteur et trouver un dojo à 5 ou 10 km d'où j'étais, dans le froid, pour aller dans un dojo qui était derrière un garage, avec un tatami qui avait des trous dedans partout, et puis je sais pas, on va revenir à la destinée. Peut-être que là, il y avait quelqu'un d'autre qui m'a guidé là, pour que ma vie prenne cette direction-là. Et l'enseignement est venu comment? Parce qu'on peut en parler de l'enseignement. L'enseignement, des fois, vient par la volonté. Quelqu'un décide, quand il pratique un art, d'évoluer pour arriver à enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui a comme but. D'autres, c'est la compétition. D'autres, c'est l'aboutissement personnel sans chercher à vouloir partager plus que ce qu'ils ont au moment. Voilà. Mais moi, je prends l'exemple pour moi, parce que c'est ça que je peux donner. L'enseignement est venu du fait de la défaillance. Il se trouve que notre enseignant a eu de très très gros problèmes et que j'étais le seul disponible et je me suis trouvé à enseigner alors que j'avais un très petit niveau au niveau technique. Et le fait que j'ai été obligé d'enseigner m'a amené à travailler 10 fois plus. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille, que je ne pouvais pas me contenter du peu que je savais, qui était très limité pour pouvoir transmettre. Donc c'est là que j'ai fait des stages tous les week-ends. Je partais donc à Paris, j'allais faire des stages à l'étranger, j'allais rencontrer tous les grands maîtres de façon à être sûr de ne pas enseigner un petit peu en dehors de ce qui était bon pour tout le monde, finalement, pour moi aussi. Donc, voilà. Mais l'enseignement est quand même très intéressant. Et ça, je me permets d'ailleurs d'ajouter une petite chose. Tout le monde connaît l'expression moi je préfère les animaux aux hommes, je préfère les bêtes aux hommes. Eh bien, écoutez, moi je regrette, moi je préfère les hommes aux bêtes. Parce que c'est un matériau, si on appelle comme ça, beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, beaucoup plus qui vous permet à vous de vous découvrir. Voilà, moi c'est mon idée. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les animaux, mais je préfère l'homme. L'homme, c'est quand même la première chose à laquelle on est confronté. Et nous, on n'existe pas sans les autres hommes. Que ce soit en aikido, que ce soit dans le travail, dans la vie, dans la famille, partout, même à l'intérieur d'une église, d'une mosquée, voilà, on n'existe que par rapport aux autres, même si c'est nous qui sommes le début et la fin de tout. Hein, l'homme est la mesure de toutes choses, comme disait Pascal. Alors, je vais revenir sur une phrase que vous avez dite. Vous parliez
dans l'aïkido, dans l'enseignement, en tout cas des arts martiaux de manière générale, qu'il fallait au départ accepter. Oui, Juste accepter ce qu'on nous disait, oui. sans chercher à aller comprendre pourquoi. Et que peut-être, est-ce que le mal de ce siècle, c'est qu'on cherche trop à comprendre? Ben, je ne sais pas si c'est le mal du sexe, mais du siècle, pardon, excusez-moi du lapsus, mais il faut bien commencer par quelque chose. Vous pouvez pas, en arrivant, parce que vous avez vu, parce que c'est vrai qu'avec le siècle de l'Internet, maintenant vous tapez Aikido vidéo sur YouTube, vous allez avoir plein de vidéos. Alors, ce que vous allez voir, effectivement, bon, vous allez voir vous allez voir quelque chose. Mais, je vous donne un exemple. Vous regardez une compétition de patin à glace. Vous savez, là, aux Jeux Olympiques. Vous avez des juges qui vous mettent 9, 10, 10, 12, 12. Vous regardez, à part une chute, vous ne voyez rien. Il faut dire la vérité, vous n'êtes pas spécialiste en patin à glace. Donc vous n'allez pas voir qu'il y a des choses qui vont pas, qui sont pas dans le temps, qui sont pas dans la bonne direction. Ben pour les arts martiaux, c'est la même chose. Vous allez regarder une vidéo d'art martial à la télévision ou sur YouTube, mais est-ce que vous allez vraiment le voir et le comprendre comme quelqu'un qui a pratiqué pendant 15 ou 20 ans? Toutes ces subtilités-là, vous ne pourrez pas les voir. Donc, il faut commencer. On ne peut pas commencer à courir à 100 mètres sans apprendre à marcher déjà à quatre pattes, à marcher à petits bras de pattes, marcher doucement, trébucher, tomber, avant d'arriver à courir et puis s'entraîner. Donc, c'est pareil pour tout. Et pour les arts martiaux, peut-être plus que pour d'autres, il faut travailler, travailler, travailler. Il ne faut pas trop intellectualiser les choses. Si on intellectualise trop les choses, on finit par être inactif. On est plutôt dans l'observation, dans l'analyse que dans l'action. Et il faut de l'action. Ce sont quand même, on travaille avec du matériau, on travaille avec un homme, on travaille avec un corps qui transpire, avec des articulations qui se bloquent. Quand vous travaillez l'aïkido avec un partenaire, il n'y a pas d'affaire de poids, d'âge en aïkido. En aïkido, on travaille avec des jeunes, des vieux, des gens, même des gens qui sont presque handicapés. Donc vous devez faire quelque chose à vous deux. Vous devez trouver l'harmonie. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'aïkido. C'est que vous travaillez avec des gens qui ont différents niveaux de pratique. Et ça vous confronte à ce que vous rencontrez dans la vie en général. Vous avez des gens qui n'ont pas tous la même compréhension, pas tous la même éducation, pas tous la même instruction. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens qui ne vivent pas, qui ne sont pas intelligents. Mais donc en aïkido, on a cette richesse-là. On rencontre des articulations différentes au début. On rencontre des gens d'un poids différent, d'un âge différent. Et ça, c'est ça qui vous amène justement à comprendre que les choses ne sont pas établies, ne sont pas fixes, et que c'est merveilleux la vie, c'est merveilleux les hommes. Vous parliez tout à l'heure de trop intellectualiser, Oui, etc. Puisque vous faites également de la peinture, oui, je vais juste une phrase qu'un ami me dit souvent. Il me dit, quand dans un tableau tu vois qu'il y a une erreur un peu grossière de proportion ou de choses comme ça, c'est pas forcément une erreur. C'est parce que le peintre qui a fait ce tableau-là, il veut pas que tu t'attardes sur la forme ou que tu intellectualises trop la forme. Il veut que tu ailles dans le fond, que le message soit un message affectif. oui, Et que c'est ça qu'il veut véhiculer. Et donc, effectivement, le fait de trop intellectualiser oui. peut nous éloigner du Alors, véritable message. oui et non. Oui, c'est vrai, parce que quand on voit un tableau, bien entendu que le peintre, quand il fait, moi je peins, ouais, il y a des choses, ça ne correspond pas à la réalité. Si pour faire comme la réalité, on fait une photo et puis c'est tout. Voilà. Alors après, on peut avec Photoshop la corriger, arranger les choses. Moi, je pense qu'un dans un tableau, au contraire, c'est l'erreur. L'homme est plein d'erreurs. Regardez même le physique d'un homme, il n'est pas parfait. Le côté droit est différent du côté gauche. Dans nos manières de parler, dans nos gestuels, on est différents, on est tous différents, même s'il y a des choses qui se ressemblent. Mais je trouve ça, effectivement, on ne faut pas s'attacher à trop intellectualiser et à trop regarder le détail technique. Par contre, intellectualiser, pourquoi pas? Alors, il y en a qui intellectualisent qui sont plutôt introvertis, donc qui vont intérioriser. Ça va leur provoquer des émotions qui, un jour, suivant un éclairage, donnera, puisqu'on parle de peinture, donnera une émotion, et le lendemain, après avoir peut-être, je sais pas, passé une soirée dans une boîte de nuit, il va revenir le lendemain, il sera encore un peu avec des vapeurs d'alcool, il le verra encore autrement. Alors maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés, effectivement, on en rencontre, et ça, ça existe, et Dieu merci, parce que ça nous permet de voir que tout le monde est différent. Il y en a qui vont intellectualiser pendant des jours et des heures sur un point, sur une virgule, ou sur une lettre dans l'alphabet, comme j'ai déjà entendu dans une émission religieuse dimanche une fois à la télévision, je tombais par hasard dessus, le gars parlait de la lettre, bon je ne sais plus laquelle lettre c'était, mais c'était la lettre H, entre la lettre qui la précédait et la lettre d'après. Ils nous ont raconté pendant une demi-heure le passage qu'il y avait, le regard et tout ça, donc des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Donc oui, c'est bien aussi d'intellectualiser, mais il ne faut pas S'y perdre. que intellectualiser, il ne faut pas s'y perdre. Voilà. Mais c'est quand même bien, parce que l'homme est quand même aussi intellectuel.
Et de toute façon, dans les arts martiaux, je suis pas le plus grand spécialiste, mais j'en ai quand même un peu fait. Quand on réfléchit trop ou on intellectualise trop, on n'a pas le temps Oui, de alors, réaliser ce qui nous arrive. il y a deux choses. Soit, je l'avais précisé au début de la conversation, soit c'est un art martial, soit c'est resté martial et c'est, par exemple, de l'aïkido. Il y a l'aïkido, qui est un art martial, il y a l'aikijutsu, qui est plus près de la voie du guerrier. Il y a le jujutsu, comme il y a le judo. Sont très cousins, mais le judo, c'est plus un art, même si c'est devenu très sportif, puisque c'est discipline aux Jeux Olympiques. Je pense pas que le fondateur ait voulu ça, mais bon. Et puis il y a le jujutsu, qui lui sont des techniques guerrières. Donc le kenjutsu, donc le sabre d'efficacité, puis il y a le kendo, qui est la recherche du mouvement juste, du mouvement beau. C'est même pas la rapidité qui compte, de l'harmonie, de l'ensemble. Un peu, on va revenir à la peinture, comme un tableau, une estampe japonaise, un tableau impressionniste, même un tableau moderne, sans forme particulière, qui vous trouvez une certaine forme d'harmonie. Pour vous, c'est une évidence. Alors après, à chacun, ça part d'une manière différente. Hein. Certains vont donc intellectualiser, d'autres vont intérioriser, d'autres vont exprimer des mots simples, parce qu'ils n'auront peut-être pas les mots pour pouvoir exprimer leurs sentiments. Mais bon, c'est ce qui fait la richesse de l'être humain. Hein, donc chacun exprime à sa manière. Et le plus difficile, je pense, c'est quand même c'est que nous, en tant qu'êtres humains, c'est de considérer les autres et de les considérer sans a priori, de façon à en tirer le meilleur, de voir ce qu'ils ont de meilleur en eux. Ce que nous, on pense être le meilleur d'ailleurs, hein, parce qu'on peut se tromper. Hein. Donc voilà, c'est l'être humain, toujours pareil. Et est-ce que cette quête d'harmonie ou cette quête du beau, euh, de manière générale, d'ailleurs ça m'avait interpellé quand vous aviez dit que la première chose que vous aviez remarqué c'était Ouais, les beaux mouvements. les beaux mouvements et puis les belles tenues. Voilà. Donc et puis là vous parlez encore d'harmonie, de beaux gestes. Oui. Donc vraiment il y a une quête de la beauté à travers l'art martial, tout comme à travers la peinture. Enfin, la beauté s'exprime dans tout, même dans une belle phrase, dans un beau livre, dans un beau poème, dans une harmonie de couleurs, dans une harmonie de gestes. Même un maçon qui construit son mur, quand son maçon est fait dans l'harmonie, le geste du maçon est beau, le geste du forgeron va être beau. Le cheval au galop est beau, le jockey qui le dirige pour faire un parcours d'obstacles est beau. Un kata de karaté, quand il fait un kata, c'est beau, quand c'est bien fait. Quand la technique est juste, en règle générale, une technique, quand elle est bien faite, elle est juste, elle est belle. Enfin, moi, c'est ce qui me paraît évident. Un rapport, un échange entre deux personnes, quand c'est beau, c'est bien fait, et ben c'est magnifique. Non? Si, bah c'est ce que je pense. Je pense que la beauté, puisque de toute façon votre morceau de connaissance, c'est votre regard sur la vie des hommes. Oui. Ben, j'ai l'impression, à vous écouter, et puis à avoir écouté aussi beaucoup d'autres personnes, dans des domaines tout aussi divers que variés, euh, que la quête, c'est la quête de la beauté. Au final, la vie d'un homme, c'est la quête de beauté. Pas forcément dans le sens esthétique ou extérieur du terme, mais on recherche le beau. Bah, disons que je pense qu'on recherche l'équilibre, et le fait qu'on a l'équilibre, la connaissance de soi et l'apaisement amène à la beauté. Je veux dire, c'est pas le fait que ce soit beau, que voilà, c'est le contraire. C'est le fait que les choses soient justes, soient dans le juste milieu, hein, qu'on le retrouve dans certaines, ni trop positif, ni trop négatif. Dans le positif, il y a un peu de négatif. Vous connaissez le yin et le yang, hein. Donc côté noir, côté blanc, avec un petit point blanc, un petit point là, parce que l'un peut être l'autre. La frontière entre les deux n'est pas définie. Donc c'est l'équilibre. Et quand il y a un équilibre, que ce soit un équilibre, l'équilibre se trouve dans tout. Donc se trouve dans la vie d'un homme, se trouve dans la respiration, se trouve dans la peinture, dans le geste, dans un art martial, dans l'apaisement, simplement, le recueillement, dans un monument, dans une... Enfin, on n'a pas à rechercher le beau. Le simple fait que l'on vive en harmonie avec ce qui nous entoure, avec notre pensée, eh bien fait que les choses seront belles. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on rencontre aussi des fois autour de soi. Le plus difficile, je pense, quand même, c'est quand je parle de l'homme, puisque c'est l'homme pour moi le matériau, entre guillemets, qui est le plus intéressant. Quand on rencontre, par exemple, des gens qui sont malades, des gens qui ont des comportements que l'on ne comprend pas, mais peut-être que la personne, son expérience de vie, son chemin de vie est chaotique.
qu'il n'en est pas responsable. Peut-être qu'il est malade, peut-être que la société, ou parce qu'on met ça sur le dos de la société, mais c'est quand même bon, ils font que c'est ça, et c'est ça le plus difficile. Arriver justement à comprendre tous ces chemins de vie différents et en tirer la quintessence, de façon à trouver ce qu'il y a de bon dans ce qu'il y a autour de nous. Même dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie, dans la folie, dans tout. Parce que ça fait partie de l'être humain. Et quand vous regardez un peu les temps modernes, Ah, est-ce ah. que vous retrouvez ça dans ces Alors, moi je dans pense que les temps modernes, les temps sont toujours modernes. Le XXe siècle est moderne par rapport au XIXe, qui est par rapport au XVIIIe. Alors, c'est vrai qu'il y a des grandes périodes qu'on nous enseigne. Bon, nous, on se contente de suivre ce que les historiens nous apprennent à l'école ou ailleurs. Bien entendu, on ne peut pas nous apprendre tout par cœur, on n'a pas tout vécu. Donc, je pense que pour l'Homo sapiens, c'était le temps moderne par rapport à Néandertal et ceux qui étaient avant, avec Cro-Magnon. Donc, le temps moderne, bon, c'est sur un temps plus court, hein, puisque 66 ans, c'est très court. Mais je vais prendre l'exemple de ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle était née au siècle dernier, non pas le siècle dernier, le siècle d'avant, fin du 19e siècle. Elle a connu quoi? Elle a connu l'électricité qui est venue. Elle a connu les taxis, dans Paris, c'était les chevaux. Elle a connu les premières voitures. Elle a connu, après, les premiers trains. Elle a connu l'électricité dans les maisons qui n'était pas là, c'était les becs de gaz au début qui éclairaient. Après, elle a connu le téléphone. Elle a connu, bon, les tourne-disques, parce qu'on a plus entendu qu'avant il y avait les tourne-disques. Elle a connu, comment dirais-je, la télévision, noir et blanc, la télévision couleur, les fusées, bon, la bombe atomique malheureusement avec l'atome, donc les premières centrales nucléaires. Moi, si je prends la suite après elle, j'ai connu la télévision ici avec les écrans plats maintenant. On a regardé là, vous me prenez avec un matériel qu'il y a 30 ans, il aurait fallu un matériel disproportionné avec des grosses caméras et tout pour pouvoir enregistrer cette interview, enfin cette rencontre, pardon. Vous avez, avec un petit matériel très simple, faire quelque chose de formidable, que tout le monde pourra voir, apprécier ou ne pas, apprécier d'ailleurs, parce que chacun est libre d'éteindre ça. C'est une Donc émission en d'opinion. 150 ans, les choses ont changé à une vitesse extraordinaire. Et même moi, je vais revenir à l'homme, parce que l'on parle de la technique, mais c'est quand même l'homme le plus intéressant. Je vais revenir des rapports que l'on avait avec nos parents, avec nos amis, avec même les petits camarades avec qui on faisait des bagarres entre le haut du village, le village à côté. Et maintenant, les choses, pour moi, je vais dire, bon, je ne suis pas dépassé, mais c'est des choses que je n'ai pas connues, que je ne peux pas comprendre. Alors les jeunes, c'est leur vie, c'est leur monde, donc ils vivront avec ça, mais moi je ne me sens pas toujours connecté avec tout ça. Et par contre, c'est trop, les gens aiment trop, bon ben, il se trouve que là ça va être le cas, on va se retrouver sur YouTube. Donc voilà, ça fait partie du monde moderne. Donc si on n'est pas sur YouTube, on n'existe pas. Si on n'est pas dans les réseaux sociaux, on n'existe pas. Si on ne connaît pas le dernier, ils appellent ça le buzz. Alors les gens font tout et n'importe quoi parce qu'ils veulent créer, comme ils disent, le buzz. Alors je pense que ce sont des gens qui se perdent en réalité, ils sont perdus. Mais c'est la jeunesse, c'est l'âge, et peut-être qu'avec un certain temps, ils retrouveront ce que c'est que véritablement que l'être humain, et ils vivront peut-être, ils apprécieront les choses autrement. Mais j'ai bien peur qu'il y en a qui en restent prisonniers jusqu'à la fin de leur jour, et qui passent à côté de leur vie finalement. C'est dangereux dès l'instant où on se définit par rapport au regard que l'autre porte sur nous à travers les réseaux sociaux. C'est une illusion voilà. de plus, c'est un voile de plus. Parce que Donc c'est là, vrai que le regard des autres, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est les autres. Mais là, c'est pas l'enfer c'est les autres uniquement parce que c'est de la manière dont tu me regardes, dont tu penses de moi. Pour moi, c'est un enfer, ou l'enfer c'est les autres parce que je te supporte, ce que tu fais ne me convient pas. Là, il se trouve qu'il y a une chose qui est venue se greffer entre les deux, qui est donc ces réseaux sociaux, et qui amplifie le phénomène, parce que c'est plus maintenant uniquement dans la sphère privée, directe, les quelques mètres autour de vous. Non, ça va jusqu'à des milliers de kilomètres. Et ça peut se répéter. La preuve, c'est qu'on voit enfin, il semblerait, enfin, c'est même sûr, il y a des harcèlements, des gens qui finissent par en arriver au pire, du fait d'avoir été harcelés sur ces réseaux sociaux, où on raconte tout et n'importe quoi. Alors, beaucoup de gens se sont mis dans ces réseaux sociaux, beaucoup de gens en profitent, beaucoup de gens regardent, beaucoup de gens aiment le buzz, mais j'ose espérer que la nature humaine va permettre à beaucoup d'avoir un sens critique et prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui est dit et ce qui est proposé sur ces réseaux sociaux.
Mais je suis un petit peu pessimiste parce que j'ai pas l'impression que à l'école de la République, si on peut appeler ça comme ça, on nous apprenne maintenant le sens critique. Parce que le sens critique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour permettre d'avancer dans la vie. Plutôt que, je prends un exemple très simple, bon, je fais pas de politique, mais quand vous voyez les gens qui vont manifester pour un autre, un candidat ou un autre, quand ils se font taper dessus parce qu'ils auront cassé quelque chose, le jour où la personne est élue, il ne fait pas grand-chose pour eux. Hein. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu, pas obligé de le mettre un soir. Hein. Donc il faut. Non, c'est votre opinion. Non, Tant qu'on ne fait pas des voilà, commentaires politiques. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très bon de le mettre, mais il faut que les gens après prennent un petit peu de recul. Il faut qu'ils apprennent que la vie, c'est pas uniquement tout casser, pas uniquement se battre pour des gens qui finalement ne pensent qu'à eux-mêmes. Hein. Donc c'est tout. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je peux l'annoncer que je n'irai plus jamais voter de ma vie. Et donc, vous ne serez pas candidat non plus? Je ne serai jamais candidat à rien. Je n'ai jamais été candidat à quelque chose. Et puis, je n'irai pas voter pour une raison très simple. Beaucoup vont argumenter en disant oui, je parle de l'Europe, hein, on s'est battu pour que les gens aient le droit de vote, c'est pas normal. Oui, mais voilà. La première liberté, c'est déjà de ne pas user de ce droit. Moi, j'estime qu'on devrait faire le maximum, qu'on ait le maximum de droits et de possibilités. Mais on a les possibilités. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir les possibilités. C'est pas de les utiliser, c'est de les avoir. La vraie liberté, elle est là. La liberté de pouvoir aller là-bas. Ça veut pas dire que je vais y aller. La liberté de pouvoir m'asseoir ici. Ça veut pas dire que je vais m'asseoir là. Mais c'est avoir la liberté de le faire. La liberté de penser. La liberté de dire ce que je veux. Quitte, alors après, on peut choquer, mais pourquoi pas? Ça fait partie de la vie, être choqué. Tout le monde pense de la même manière. C'est tristounet. C'est comme si vous aviez un troupeau de moutons, vous avez le mouton en chef qui est devant, et puis tout le monde suit, et il fait bé, tout le monde fait bé. Non, il faut un petit peu de diversité. On peut parler tant que c'est des paroles. Mais il faut surtout ne pas oublier le sens critique, parce que des paroles sans sens critique, là c'est pas très bon parce que ça mène aux excès. Et tout excès nuit. Que ce soit des excès dans l'activité militante, que ce soit des excès dans la nourriture, dans la boisson, dans la parole. Même dans les arts martiaux? Même dans les arts martiaux. D'autant plus qu'il faut savoir qu'avec l'âge, ben, le corps évolue. Donc on peut plus pratiquer de la même manière à 60 ans qu'à 22 ans, 23 ans. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que pour arriver à pratiquer à 60 ans d'une certaine manière, il faut être passé par les 20 ans, les 30 ans et les 40 ans en ayant pratiqué de la manière de 30 ans, de 20 ans, de 40 ans. Comme pour les pensées, c'est pareil. Voilà. Est-ce qu'à votre avis, le fait que aujourd'hui on soit un peu obsédé par le buzz ou la quête de reconnaissance ou même les biens matériels, est-ce que tout ça, ça nous empêche de voir de trouver une harmonie intérieure Oui, à l'homme? c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'en ai parlé que justement, certains restaient prisonniers de ça toute leur vie, que finalement, ils passaient à côté de leur vie. Parce que la vie, c'est bien vrai que ces choses sont importantes, hein, avoir le confort matériel. Bon, il se trouve qu'on est en Afrique, donc on aime avoir un climatiseur, avoir une maison où il n'y a pas trop de bruit, pas dans les quartiers insalubres, pouvoir se nourrir, se soigner, se loger, payer l'éducation des enfants. Tout ça, bon, on est d'accord, c'est important. Mais si on passe trop de temps, effectivement, à chercher la reconnaissance par ces moyens modernes, à chercher trop l'acquisition de biens matériels en pensant que parce qu'on a une belle voiture, une grosse chaîne en or autour du cou, des chaussures à 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, qu'on est heureux, mais ça, ce sont des quêtes qui ne mènent à rien parce que un besoin satisfait en amène un autre. C'est la frustration permanente et on finit par en oublier ce que l'on est véritablement, un être humain, avec un équilibre intérieur qu'on doit trouver pour pouvoir finalement en jouir de ces choses parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas les avoir. Pourquoi pas? On peut avoir une belle voiture, on peut avoir des beaux bijoux, des belles paires de chaussures. Mais si on a une belle paire de chaussures qu'on est malade parce qu'on n'a pas une deuxième paire, une troisième paire, une quatrième paire, finalement on n'en profite jamais. Et on vit toujours dans le futur en pensant que après je vais me racheter ci, je vais me racheter ça, je cours, il faut plus d'argent. Oui, c'est bien, l'argent c'est bien, c'est un bon moyen, mais il ne faut pas que ce soit un but. Mais c'est le monde moderne. On produit, donc il faut consommer. On est une société consumériste. Donc sans ça, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui donne du travail aux gens, c'est ce qui donne prélever les États prélèvent des impôts, prélèvent des taxes dessus. Maintenant, c'est à chacun de trouver son équilibre. Avec la crise du Covid, les gens, ils ont quand même un peu compris qu'ils n'avaient pas besoin de tout voilà. superflu. Je pense que beaucoup ont dû se rendre compte que finalement, le besoin d'espace était important, que le besoin
de pouvoir être... Ben c'est bien que les autres comptent pour beaucoup, mais quand on les a tout le temps, quand on est tout le temps avec eux, finalement, on se rend compte que soi-même, on s'est rendu compte que soi-même était important, et que c'était difficile, et que tous ces besoins matériels, finalement, n'étaient pas toujours besoin de tout. Alors, effectivement, la consommation a du mal à redémarrer, ça va peut-être redémarrer pour le bien de certains, donc les équilibres vont être différents. Moi, je donne cette crise du Covid, ça fait penser un petit peu, bon, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Il aurait presque fallu que quelque chose se passe pour tout, peut-être pas tout détruire, mais c'est quand même bien parti, parce que beaucoup de sociétés ne s'en remettront pas. Les compagnies aériennes ne fonctionnent plus, les hôtels ne marchent pas, les restaurants ne marchent pas, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Ici, en Côte d'Ivoire, tous les gens qui, quand on travaillait, quand on se promenait le soir, qu'on allait dans un maquis, boire un verre pendant 2 mois, ils ont fermé. Tous ces gens n'avaient plus de travail, n'avaient plus rien. Donc peut-être que c'est une manière de détruire ce qui existe pour repartir sur de nouvelles bases, en espérant que ce soit pour le meilleur pour l'être humain, ce qui n'est pas sûr. Vous êtes optimiste, moi j'ai une vision un peu inverse. Bon, c'est pas mon interview, Dieu merci. Non, mais vous pouvez... Mais moi je pense que la nature humaine reviendra toujours. Et quand on regarde un peu les schémas, les schémas dans lesquels l'humanité se trouve, à l'époque de Platon, il se plaignait d'à peu près la même chose sur la jeunesse que maintenant on se... Ah, donc on a les mêmes références, oui. Ouais. Il se plaignait que les jeunes ne respectaient plus les parents. Exactement, et que les jeunes ne respectaient plus les parents, et puis il disait que les Athéniens allaient à la dérive, parce que comparé aux jeunes de Sparte, ils étaient devenus des personnes qui écoutaient n'importe quel genre de musique, qui se laissaient aller à n'importe quoi. C'est ce que je disais, moi je suis dépassé déjà. Je suis dépassé, et effectivement, bon, chacun à son époque, moi je pense que ce sont des cycles. Ce sont des cycles, l'être humain après tout, on est tous fabriqués de la même manière depuis des milliers d'années, hein, depuis qu'il y a l'homo sapiens moderne, quoi. Donc on a le même cerveau, même si ça a dû évoluer un petit peu. Alors après, on va revenir aux arts martiaux, puisque les arts martiaux, on parle des arts martiaux japonais, mais ça existe en Europe, ça existe ça existe au Sénégal, la lutte sénégalaise, vous avez chez les Esquimaux, vous avez partout, ça existait, mais vous avez des similitudes. Pourquoi? Parce que le corps humain est fabriqué de la même manière. Vous avez une articulation qui est exactement la même. Le centre de gravité, la projection au centre du centre de gravité, dès que ça sort, on tombe. Quand on tombe, très souvent, la lutte, c'est terminé, quand c'est codifié. Donc, on retrouve les mêmes choses partout. Et donc, sur les siècles, on retrouve au prix les mêmes cheminements. Alors, ça s'exprime différemment. Maintenant, ça s'exprime avec les réseaux sociaux, ça s'exprime d'une autre manière. À l'époque des Romains, ça s'expliquait autrement. Mais bon, le propre de la jeunesse, puisqu'on va parler de la jeunesse, et ça s'appelle du cheminement de l'être humain. Bon, il y a un moment, il faut qu'il s'affranchisse des adultes, qu'il s'affranchisse de la société que ses parents ont créée ou ont reçue ou ont modifiée, et à lui d'en créer une autre. C'est pour ça que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des jeunes, ce n'est plus le mien déjà. Moi, je suis déjà décalé par rapport à ce monde-là. Donc, Internet, c'est vrai, j'en profite un petit peu, mais je suis pas... Bon, ce qui est dommage, je pense, c'est qu'on le voit de plus en plus souvent, c'est que les enfants passent leur temps, ils sont à table avec leurs parents, ou même avec leurs propres amis, ils sont là, ils sont tous en train d'échanger, le copain il est à 3 mètres, on lui envoie un SMS, voilà. Il y a plus de rapport comme on peut avoir avec l'aïkido, où on se touche, on sent, il y a la transpiration, il y a la personne, vous avez quelque avec chose... du gel hydroalcoolique. Quand même. Ouais, voilà. En ce moment, on ne fait pas du tout, on peut pas en ce moment. Mais vous avez quelque chose de vivant, vous avez quelque chose en face de vous. C'est pas un objet inanimé avec des programmes et puis des applications. Et on en revient toujours à pas chose, l'homme. L'homme qui est le début et la fin de toute chose, et qui est la matière la plus intéressante. Aussi bien les sociétés qu'il crée, parce que les sociétés, il y a des sociétés au niveau de l'État, des sociétés au niveau religieux, des sociétés au niveau familial, des sociétés, entre guillemets, plus ou moins secrètes, genre franc-maçonnerie, Rose-Croix, autres, qu'on n'en connaît pas, Ordre du Temple solaire, ou Guyana, où on arrive à 900 morts. Donc, il y a tout existe. La nature humaine est capable du meilleur comme du pire. Et on espère toujours du meilleur, Et pour vous, c'est quoi le meilleur? Le meilleur, c'est l'amour au grand A, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est ça le véritable. Je pense que le meilleur enseignement, c'est ça. Hein. Ça, c'est difficile. Hein. Moi, j'avoue que je n'y arrive pas. Hein. Je cherche pas particulièrement, mais je n'y arrive pas. Mais c'est vrai que l'union et ça, c'est important. C'est très le respect. Le respect. Bien souvent, on respecte pas. C'est difficile aussi. On va dire que oui, mais ils n'ont pas donné l'occasion que je respecte les gens. Alors on remet toujours la faute sur les autres. Alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes, ça vient de nous. C'est pour ça, à mon avis, que les gens ont eu du mal à se retrouver face à eux-mêmes pendant la crise du Covid. Ah, c'est le pire de tout, ça. C'est ça qui a été le plus difficile, je pense. Ça, c'est le pire de tout quand vous vous retrouvez face à vous. C'est pour ça qu'on en revient à
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vous retrouver face à vous-même, à ce que vous avez à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça crée des émotions pour tout le monde plus ou moins. Il y en a qui sont bloqués, qui n'ouvrent pas les portes, qui ne veulent pas les ouvrir, hein, qui sont toujours dans le... Et toute leur vie, c'est comme ça. Et même quand ils sont morts, des fois, les gens disent, même les cadavres, c'est des croque-morts qui disent ça, moi je ne sais pas, qui disent que même les cadavres, on a du mal à les mettre dans le cercueil, quoi. Jusqu'au bout, ils refusent tout, quoi. Ils sont pas ouverts au reste, il n'y a pas d'acceptation dans ce qu'ils sont véritablement. Et ça, c'est difficile, ça. Je crois que, je sais pas si on arrive vraiment à se connaître à fond. Je pense pas. C'est peut-être ça le début et le terme de toute chose, c'est être face à soi-même, le rapport de soi à soi-même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais. quand on est enseignant dans les arts martiaux, on reste toujours élève, mais on est quand même enseignant. Ben, Et le quand on rapport voit de les soi à élèves soi-même travailler, est- c'est soi qu'on, c'est nous, c'est une part de nous-mêmes. C'est une part de nous-mêmes. Alors, si on voit que la direction est pas bonne, c'est pas l'élève en cause, c'est vous-même qui avez donné la mauvaise direction. Alors, est-ce que vous l'avez donné parce que vous n'avez pas su donner la bonne direction par le moyen de transmission, ou est-ce que c'est parce que votre savoir est dans la mauvaise direction? C'est pas tout à fait la même chose. Il peut y avoir les deux, comme il peut y avoir l'un des deux ou rien du tout. S'il y a aucun des deux, à ce moment-là, c'est bon, vous êtes dans la bonne direction. Mais si l'élève n'est pas dans la bonne direction, ça peut, vous peut-être des fois vous remettre en question, surtout si tous vos élèves sont pas dans la bonne direction. Oui, là, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a un problème. Mais on peut pas réussir, on peut pas avoir toujours la même transmission avec tout le monde de la même manière. Tous les chemins pour arriver à transmettre sont différents. Moi, j'ai l'expérience d'avoir certains élèves où quand on sent que ça ne passe pas, que ça bloque, de trouver des moyens, d'essayer 2-3 moyens différents, des fois des moyens choquants pour essayer de faire un déblocage. Hein. Mais c'est pas facile. Alors, ceux qui suivent des études de formation en psychopédagogie, en psychologie, ont certains outils, effectivement, on peut pas le nier, c'est des sciences qui existent, qui se pratiquent, qui s'apprennent. Mais dans l'enseignement, c'est peut-être que c'est bon, mais je suis pas sûr qu'il y ait que ça qui marche quand même. Parce que vous-même, vous avez votre personnalité, et vous avez votre vécu aussi avec les différents maîtres. Vous savez, on a tendance à reproduire les schémas qu'on a connus. Les enfants reproduisent les schémas de leurs parents. Si les parents, par exemple, étaient conflictuels permanents, eh bien, les enfants ont souvent tendance à reproduire ce même schéma. Bon, on le connaît, hein, mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. Donc, si vous avez eu un maître d'une certaine manière, vous avez tendance des fois à transmettre un peu ce qu'on vous a transmis, en ajoutant un petit peu de vous-même, bien entendu. Mais tout ça, c'est très beau. C'est très beau. Alors, des fois, c'est frustrant, mais il y a des jours où vous voyez une petite chose, vous êtes content, vous dites, ça y est, au moins, bon, c'est très égoïste parce que c'est vous qui en profitez. L'élève lui-même, des fois, se rend même pas compte que ce qu'il a fait, c'était ce que vous-même vous attendiez. Lui-même se rend même pas compte. Alors que donc, c'est un plaisir égoïste. Là, c'est plus l'enfer, c'est les autres, là, c'est le paradis, c'est les autres, là. Alors, alors là, oui, là, on se retrouve un peu dans si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on a développé depuis le début, on se retrouve dans un schéma, vous me dites si je me trompe, hein, où le but de l'existence, enfin la quête principale de l'existence, c'est la quête de l'harmonie. Ça passe par la confrontation Physique. de soi, Oui, à soi-même, ouais. la confrontation à soi-même, À l'autre. et le plus grand défi, oui, à l'autre, mais à l'autre, indirectement, c'est à soi. Oui, c'est à soi-même, toujours, c'est tout. Et le plus grand défi, c'est le défi de la transmission. Oui, alors il y a la transmission physique génétique. Donc ça, c'est facile, hein, c'est un spermatozoïde. Euh, bon, vous avez la moitié de vos chromosomes qui s'associent avec la moitié d'une autre gamète qui font un individu physique. Donc là, c'est ce qu'on appelle, alors d'arriver jusqu'à 24-25 ans, c'est l'ontologie, je crois, c'est ça. Hein. Après, il y a la phylogénique, donc c'est tout ce qui est intellectuel, donc tout ce que votre famille, votre entourage va vous amener. Mais cette quête, c'est pas une quête consciente. En réalité, on cherche pas particulièrement à s'améliorer. Non, on passe par des étapes. Hein, on passe par une étape à 15 ans, à 20 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 30 ans, à 40 ans, parce qu'il y a la société, il y a la vie qui nous amène à cette étape-là. Et puis après, il arrive un moment où effectivement, on peut parler de quête. Parce qu'à ce moment-là, on a conscience que ça existe. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le cherche, mais ça veut dire qu'on sait que ça existe. Alors, on est plus ou moins conscient. Alors, il y en a qui le travaillent effectivement beaucoup. Hein. Alors, ça, c'est yoga, c'est le zen, c'est la quête dans la retraite religieuse, dans les livres dits saints, parce qu'on leur donne une sainteté, parce qu'en réalité, ils sont écrits par les hommes. Mais ils ne valent rien que parce que si on leur met l'Esprit Saint derrière, autrement, ce ne serait jamais que des écrits humains. Donc,
Mais autrement, cette quête-là, après, elle est plus ou moins consciente, plus ou moins voulue. Et puis il y a des jours, vous savez, je vais parler très brutalement, mais vous vous cognez la tête dans la porte, la quête de l'intériorité, de l'éveil et tout ça, vous n'y pensez pas beaucoup, hein, parce que vous êtes quand même physique au bout du compte. Hein. Quand vous arrivez au terme de votre vie, que vous souffrez d'une maladie grave, handicapante, invalidante, que vous en êtes conscient, que vous souffrez, la quête de l'harmonie, la quête de la beauté, vous n'y pensez pas beaucoup. Hein. Parce que l'homme est quand même avant tout un être de chair et d'os, hein, même s'il est intellectuel, physique, il est physique et métaphysique. Alors justement, puisque vous parlez de ça, je le fais très rare, enfin, je l'ai jamais fait, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec votre permission Oui. de zoomer sur un tableau, qui est, où vous avez peint un corbillard qui s'élève vers la lune, Vers le ciel, dans le ciel. dans le ciel, pardon. Il y a le cercueil qui tombe, qui veut pas monter, et puis il y a des oiseaux qui sont l'âme, qui partent vers un astre qu'on peut considérer comme la Lune, un astre lumineux, entouré d'un halo, accueillant, effectivement. Alors ça veut dire que l'homme n'est pas que physique, puisqu'il a apparemment Chacun l'interprète de sa manière. Il y a une destination Non, autre que la une destination chose est sûre, physique. c'est que le corps est physique. Donc le corps, que ce soit dans certains écrits où on dit de poussière, tu retourneras à la poussière, si on regarde au niveau chimique, hein, c'est jamais que des molécules d'eau, des molécules de... Il y a du métal, il y a de tout, il y a de la roche, il y a de tout. Hein, donc une fois qu'on retire tout ça, il reste pas grand-chose. Quand il y a une crémation qui est faite, après il vous broie tout ça, ah si, il reste les prothèses. Si, ça c'est quand même quelque chose que vous avez aimé, voilà. Mais autrement, il reste rien, vous retournez à l'état naturel. Alors maintenant, l'homme, c'est vrai, l'homme dit, la vie, voilà, la vie, il veut trouver un sens à la vie. Parce que s'il y avait, il savait véritablement qu'il n'y avait pas de sens, qu'il n'y avait plus rien derrière, je pense que là, il en souffrirait beaucoup. Donc pour lui, il y a l'âme. Alors l'âme, dans les religions, on dit que ça existe. Bon, alors après, ça s'exprime de différentes manières. Il y a des athées qui disent non, il n'y a pas d'âme. D'autres qui disent que finalement, c'est une énergie universelle. Il y a une portion de cette énergie qui se met dans un corps au moment où ça naît. Et donc, c'est la cohésion qui se manifeste pendant 40 ans, 50, 85 ans. Et après, c'est la dilution dans l'énergie universelle. La perte de cohérence. Ah ouais, oui, non, mais la perte de cohérence, mais c'est une autre cohérence en réalité. C'est-à-dire que c'est plusieurs parties qui se sont réunies pour faire ce que vous êtes, et puis après ça finit dans tous les sens. C'est pour ça que on parle. Moi, j'aime bien ces petites choses-là parce que ça me fait un peu rêver quand on parle des gens qui se souviendraient de vie antérieure. Et bizarrement, il y a des expériences qui ont prouvé que oui, ils se souvenaient effectivement de certaines choses, mais pas de tout, d'autres choses qui n'étaient pas du tout cohérentes. Alors on peut imaginer que finalement, c'est des différences de différentes choses qui refont un autre individu, avec un petit peu de ci, un petit peu de ça. On peut tout imaginer. Et c'est ça qui est bien dans l'être humain, c'est que grâce à son intellect, il peut tout imaginer. Et c'est ce qui lui donne de l'espoir. C'est pour ça qu'il a imaginé les religions de salut, comme les religions qui viennent de la Méditerranée, le judaïsme, le christianisme, l'islam, où c'est des religions de salut, où vous allez avoir un paradis, si vous suivez des préceptes, si vous vous comportez de certaines manières, vous aurez le paradis, où il y a d'autres religions où vous vous retrouvez face à vous-même, comme le bouddhisme, où là vous êtes face à vous-même, où il y a des religions qui sont beaucoup plus, j'aurais dire, plus réalistes, dans le sens où ils ont une conscience écologique déifiée, dans le sens où ils ont un kami, comme chez les Japonais, dans un arbre, dans un rocher, dans une source, dans une rivière, dans un lac. Donc, Au final, tout ça n'est pas incompatible. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire même. Nous, on est en train de redécouvrir, on redécouvre à l'intérieur de l'écologie, c'est peut-être une forme de qui s'appelle Paganisme. non, pas de panthéisme, mais presque, mais de la religion de la nature. C'est une forme laïque de religion de la nature. Voilà, je vais jamais trouver ce terme-là. Je pense qu'il y a un bon terme. C'est une religion laïque de la nature. Alors certains l'utilisent à des fins politiques, ça ne veut plus rien dire du tout. Parce qu'il n'y a rien d'écologique dans leur démarche, ils sont manipulés. Mais on trouve des fois, justement sur ces réseaux sociaux, sur Internet, quelques doux rêveurs qui en arrivent à retrouver la vie entre guillemets naturelle, même s'ils ont des panneaux solaires. Hein. Ils ont toujours Internet, pas l'oublier. Hein. Et s'ils sont malades, ils vont bien avoir un médecin, on va leur faire une piqûre avec une seringue en plastique, une aiguille en métal qu'on aurait été prévue dans la nature. Hein. Faut pas l'oublier ça. Hein. Donc l'écologie a ses limites quand même. Hein. Vivre dans des maisons en bois, c'est bien, mais si tout le monde vit dans une maison en bois, il n'y aurait plus de forêt sur la Terre. Voilà.
Ah, mais Hein? c'est pas fou. Bon, si tout le monde, il y avait des toilettes sèches partout dans la ville, partout, il faudra abattre toutes les forêts de la Côte d'Ivoire pour faire des toilettes sèches pour un an pour toute la Terre. Donc, il faut quand même... bon, c'est pour plaisanter. Hein. Vous pouvez le mettre quand même. Hein. Ah, je vais pas couper, je vais pas couper. C'est, oui, c'est une forme de druidisme moderne où Oui, on est écolo, mais oui, bah, les druides, ils sacrifiaient quand même, je crois, je suis pas sûr à 100%, mais il y a quand même des sacrifices humains à l'époque qui a toujours existé. Hein. Oui, parce que cette vie qu'il y a dans l'être humain, cette vie qu'on parlait là, qui se dilue après, ben, les gens, ils auraient bien voulu pouvoir la capturer, la capturer pour eux-mêmes, cette vie, cette âme, cette vie, cette énergie que l'on trouve partout dans ce l'univers. qui, Voilà, ce qui, ouais, ce chi, en chinois, le qui, voilà, c'est ça. Ils auraient bien voulu se l'approprier. Ils se l'approprient par des rites, très souvent, des fois, ou alors ils se l'approprient par, quand ils ont vaincu, un guerrier a vaincu son ennemi, il mange un morceau de cœur, un morceau de foie, ou un truc comme ça. Donc, ça fait partie de tout ça. en tout cas, ça laisse la place, tout ça, à beaucoup. Ça laisse l'imagination, en tout cas, se Ah bah promener dans. je crois que l'imaginaire humain, donc, n'a pas de limite, hein. Comme l'univers n'a pas de limite. C'est peut-être ça le plus beau. Oui, et c'est C'est ça que c'est ça que c'est l'imagination. difficile. C'est ce que je dis, c'est ça que c'est difficile, c'est compliqué. C'est vraiment. Alors, on se demande toujours, on étudie toujours le cerveau qu'on connaît très peu, mais on essaie de trouver dans le cerveau des endroits où il y aurait le siège de certaines choses. Donc, alors on trouve effectivement, mais on ne sait pas trop. Non, je vous dis, l'être humain est quand même magnifique. C'est une machine merveilleuse. Mais il faut replacer les choses à leur place. L'être humain, c'est jamais que, pour moi, un épiphénomène qui disparaîtra. La Terre, bon, Gaïa s'appelle Gaïa, vous connaissez la Terre, je pense que vous connaissez le terme, hein, tout le monde ne le connaît peut-être pas, mais c'est Gaïa. Gaïa, on peut considérer que ça serait pourquoi pas une entité vivante, que nous, on ne peut pas comprendre cette forme de vie. Bon, il se trouve qu'on est un petit parasite qui a réussi à se développer dessus. La Terre existait avant nous. Les dinosaures ont existé pendant je ne sais pas combien de millions d'années, ils ont disparu. Vite ou moins vite, on peu importe. Nous, on disparaîtra, la Terre continuera. Une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas la garder comme nous, on la souhaite qu'elle soit pour notre petite satisfaction. On parle de réchauffement climatique, oui. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Il y aura des glaciations, il y en aura. Et là, on a eu, comme on dirait, entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est pas une bonne expression, chaud aux fesses, avec cette épidémie de Covid, parce qu'on n'a plus d'épidémie qui tue des gens comme la peste tuait au Moyen-Âge un tiers de la population européenne. Ce sont des choses qui arriveront. Et l'humanité en survivra ou pas, on ne sait pas. Mais peut-être que cette énergie qui existe, qui était dans l'humanité, ira dans autre chose, on ne sait pas. Pourquoi pas on peut, je dis l'imagination. Moi j'imagine, je suis très limité dans mon imagination, hein, mais on peut imaginer des tas de choses. Mais on fait avec le physique quand même. Dieu merci. On a des chercheurs, des scientifiques, des techniciens, tout ça, qui travaillent la matière et qui étudient la matière vivante, la matière dite inerte, comme les métaux, les pierres, tout ça, parce que qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de la vie dedans, mais qu'on ne la voit pas, hein, donc on ne sait pas. Donc on avance. La Terre était plate avant, elle est ronde maintenant. Hein. Donc demain la science, tous les 10, 15 ans, remet tout en question, remet tout à plat. Ce qui est valable aujourd'hui ne sera plus valable demain, encore moins après-demain. Nos certitudes d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain et d'après-demain. On prend l'exemple simple, la médecine. On guérissait les gens d'une manière jusqu'à l'arrivée des antibiotiques. Maintenant, il y a des antibiotiques d'une autre manière. On arrive à la fin des antibiotiques. Maintenant, on a découvert le microbiote. Ah, c'est merveilleux. Hein, mais les gens d'avant le connaissaient, ce microbiote. Ils travaillaient avec ça. Quand ils rééquilibraient le corps en leur donnant des aliments pour rééquilibrer. Donc, on redécouvre ça, mais de façon scientifique. Donc, moi, l'esprit humain est merveilleux. Ah, je répéterai pas assez de fois cette chose-là. Même s'il y a des jours c'est difficile, même si c'est compliqué, on a beaucoup d'outils, on en découvre des nouveaux tous les jours, et c'est ce qui fait que l'humanité suivra son chemin, disparaîtra, c'est sûr. Bon, je préfère pas le voir, hein, mais disparaîtrait avant. Et puis, si tout le monde pouvait essayer de trouver un peu de paix à l'intérieur de lui-même et vis-à-vis des autres, et essayer de ne pas trop se laisser guider aussi. Les gens se laissent trop guider par des livres qui sont finalement que des livres. Hein. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas m'attirer les foudres de beaucoup de personnes. Hein. On va juste demander euh, aux personnes qui nous écoutent, peut-être, Oui, d'imaginer plus que ce qu'ils lisent. ouais. Voilà. Il faut qu'ils imaginent. Bon, et puis aussi, surtout, qu'ils n'hésitent pas à faire les choses.
Il faut qu'il fasse les choses. Quand je dis faire les choses, pas tenir compte du on dit, je peux pas, je vais pas y arriver. Je peux pas dire comme tout le monde, oui, tu peux tout faire, si jamais tu veux. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il fasse les choses, même s'il réussit pas. Tant pis, l'échec, ça fait partie de la vie. Au contraire, quelqu'un qui échoue, c'est quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui échoue pas, il apprend rien. Donc, moi, je dis qu'il faut pas éviter. Faut pas, je reviens à ce que dit tout à fait au début de la conversation. Si à 80 ans, vous voulez apprendre le piano, même si vous avez des rhumatismes particuliers, eh ben, tant pis, vous taperez que do, ré, mi, ré, do, ré, voilà. Même si c'est des choses très simples, si ça vous fait plaisir, faites-le. Enfin, c'est la seule chose que je peux conseiller. Et si vous choisissez une voie, ne vous arrêtez pas au premier obstacle. Ce que l'on rencontre, on revient à l'aïkido, très souvent les gens viennent, ils se rendent compte que entre ce qu'ils voient et ce qu'ils pratiquent, c'est très difficile, c'est douloureux, c'est compliqué, c'est physique, voilà. Et donc si jamais on commence déjà à baisser les bras, sous prétexte que c'est difficile, peut-être qu'on n'arrivera pas à tirer la quintessence, à évoluer favorablement. Alors après, c'est peut-être pas la voie qui convient aussi, on peut se tromper, on cherche une autre voie. Eh bien, nous arrivons au terme de cette rencontre. Oui. On a un petit rituel à la fin Ah. où vous allez devoir répondre à 7 questions. Alors, les premières personnes qui ont été interviewées ont bénéficié de certaines largesses. Oui. Mais, Maintenant, c'est terminé. mais voilà, maintenant c'est terminé. On va insister pour que Il y a la des réponse... jokers? Il y a des jokers? Si vous voulez. Ouais. Mais on va insister pour que la réponse soit en une seule phrase. Oui, la plus courte possible. La plus courte possible. Synthétique. Exactement. Première question. Si vous pouviez choisir un super pouvoir, quel serait ce super pouvoir? Pouvoir aimer tout le monde. Ça, c'est ce pouvoir d'aimer tout le monde, d'avoir de la compassion et de l'empathie. En avoir beaucoup. Ouais, oui, ça sera bien. On dormirait mieux avec ça. Première question. Deuxième question. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre vie? Ah, ça c'est une bonne question. De quoi est-ce que je suis le plus fier? C'est d'avoir réussi à me libérer de beaucoup de choses et de voir que la vie est belle. Tous les matins, quand je pars au travail, je le fais, c'est vrai ce que je fais là. Je regarde le ciel, je dis, qu'est-ce que la terre est belle, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que c'est bien la vie. Alors c'est peut-être la méthode Coué, on se répète, et puis voilà, mais c'est vrai. De plus en plus, je le fais. Je le fais depuis pas très longtemps que je le fais ça. Parce qu'avant, je vivais trop dans le futur, dans le passé, il va y avoir ci, il va se passer ça. Non, maintenant c'est fini, je prends les choses comme elles viennent. Et j'apprécie chaque moment. J'essaie d'apprécier chaque moment. Et ça, c'est ça. Ça nous amène à la troisième question. Oui. Vous disiez que la vie était belle. Le sens de la vie pour vous, c'est quoi? S'il y a un sens à la vie, je pense que c'est s'accomplir. Se découvrir, s'accomplir, sans que ce soit une quête perpétuelle ou un objectif. L'objectif, en réalité, il est avec vous en permanence. L'objectif de 30 ans, c'est l'objectif de 30 ans. S'il y a un objectif, l'objectif de 40 ans, c'est 40 ans, celui de 60 ans, celui de 80 ans. C'est de vivre en accord avec soi-même. À tout instant de la vie. Que ce soit du plus jeune âge jusqu'à la fin. Quatrième question. Quelle est votre définition de Dieu? Ah! Eh bien justement, voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas Dieu et moi. C'est que Dieu, c'est tout. Voilà, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas un Dieu vengeur, il n'y a pas un Dieu qui condamne. C'est un Dieu qui dit que tu dois vivre tout pleinement. C'est un Dieu qui dit que tu ne dois rien à personne. C'est un Dieu qui dit que tu ne lui dois rien. C'est un Dieu qui n'est pas vengeur. C'est un Dieu qui ne te condamne pas. C'est un Dieu qui ne te juge pas. C'est un Dieu qui te dit pas qu'il y a un paradis, qui te dit pas qu'il y a un enfer. C'est un Dieu, en réalité, c'est un Dieu qui te dit que tu dois être toi-même et que tu dois vivre toutes les choses pleinement. Tout simplement. Sans qu'on soit dirigé ta conscience et ta vie. Voilà. Donc le Dieu, il est là, il est partout, il est en nous. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans un livre en tout cas, sûrement pas. Ni dans 2 livres, ni dans 3 livres. Bon, il y a une seule chose que je pourrais dire qui me plaît dans la religion chrétienne en général, catholique, parce qu'il y a une parole qui est attribuée à Jésus. Bon, Jésus, fils de Dieu ou pas, ça chacun appréciera si c'est fils de Dieu, s'il est prophète pour certains, fils de Dieu. C'est surtout l'enseignement nouveau par rapport à l'Ancien Testament, c'est aimer son prochain comme soi-même. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, parce que
On peut jamais aimer quelqu'un comme soi-même, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais on peut s'en approcher. Et moi, j'en suis très loin, malheureusement. Alors, cinquième question. Oui. Est-ce que vous avez un film, un livre, une œuvre d'art, une peinture, quelque chose à recommander, une chanson, un poème à recommander Je crois à ceux je qui crois nous qu'il y a, écoutent? il y a un livre d'actualité, c'est Le meilleur des mondes. Hein? Donc, je crois que c'est d'Huxley. Donc, il y a ce livre-là. Donc, je pense que ce serait bien que les gens le lisent. Et c'est ce qu'on est en train de leur faire. C'est ce qu'on est en train de leur faire. S'ils lisent ça, ça serait pas mal déjà. Bon, c'est pas quelque chose que je recommanderais tout le temps, mais il se trouve que les circonstances font qu'on est en train. Bon, déjà, je pense déjà, c'est ce qui se passe en réalité. C'est qu'on vous prend avant la naissance, on vous gave de médicaments, on vous dirige, si vous n'avez pas comme les autres, on vous exclut de la société, on régit tout de la vie jusqu'à la mort, on régit tout pour vous. Et aujourd'hui, encore plus que d'habitude, votre façon de penser, votre façon de respirer, votre façon de sortir, votre façon de vivre, vous êtes même plus libre de mourir comme vous voulez. Donc, c'est ça. Pas vrai? Sixième question. Si vous deviez donner un conseil à l'humanité. De rester humaine, tout simplement. Alors, je sais que tout le monde va dire, oui, comme les concours de Miss, la paix dans le monde, tout ça. Non, non, non. De rester humain, avec malheureusement, ou heureusement, ses excès, comme c'est bien fait, comme la meilleure des choses, il faut qu'ils restent humains. Mais qu'ils n'oublient pas qu'ils sont humains. Parce qu'on a tendance à l'oublier face à la machine, face aux techniques, aux technologies. Qu'ils sont humains, qu'ils restent humains. Que l'humanité reste humaine. Enfin, la dernière question. Vous avez eu 18 ans. Oui, il y a très longtemps. Si vous pouviez retourner dans le passé, si vous pouviez, vous, rencontrer le Jean-Baptiste de 18 ans. Ouais. Qu'est-ce que je lui dirais? Exact. Ah. Qu'est-ce que je lui dirais? Eh bien, je pense pas qu'il m'écouterait. Le problème, il est là. C'est que si je disais quelque chose, c'était quelqu'un qui n'écoutait pas tellement, voilà, qui était trop dans le... je suis quelqu'un de très extraverti, donc j'aurais pas écouté. J'aurais pas écouté, je faisais pas n'importe quoi, j'ai jamais fait n'importe quoi, mais j'aurais pas écouté. Et alors peut-être que je lui donnerais des conseils pour acheter certaines actions, pour les revendre pour gagner de l'argent, comme ça il serait libre plus tôt, parce qu'il faut du temps, tant qu'on n'a pas assez d'argent pour être libre, donc on n'est pas libre. Non, je ne ferai pas ça. Je lui donnerai pas de conseils. Je pense pas que ce serait lui rendre service que de lui donner des conseils, parce que je lui donnerais des conseils de quelqu'un qui a 66 ans, lui il a 18 ans, ça veut dire que s'il en tenait compte, il passerait directement de 18 à 66, ça serait pas bon. Il faut que de 18 à 66, il fasse son chemin avec toutes ses erreurs, ses difficultés, ses complications, vraiment, bon, il faut qu'il ait sa vie. Donc je donnerais, non, je lui dirais rien. Je serais content de le voir, je dirais tiens, oh, quel joli garçon, je serais seulement content de le voir. Bon, je ne me ferais pas connaître, je lui dirais passez-moi, c'est toi dans quelques années, mais je lui dirais rien, je pense que c'est mieux. Monsieur Jean-Baptiste de Guillaume, merci du fond du cœur, de la part de notre chaîne, de la part de tous ceux qui nous regardent. On souhaite que l'amour et la paix habitent votre âme à jamais. Je vous remercie de m'avoir reçu chez moi. Et bon, écoutez, à l'occasion, peut-être qu'on se reverra. Et puis j'espère que vous allez faire un beau montage et que ça va vous plaire. On va essayer. Ça me plaira aussi. On va essayer. Allez, je vous remercie pour tout. Allez, bonsoir.